Bonjour à tous, je suis Éric Thuillet, membre de l'équipe d'animation du Pacte civique, et j'accueille Laure Cellier, qui est la coordinatrice du Labo de la Fraternité, dont le Pacte civique est membre fondateur, afin d'évoquer les résultats de l'édition 2025 du Baromètre de la Fraternité. Bonjour Laure. Bonjour Eric et merci de m'accueillir ce soir. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation et surtout de prendre le risque de parler fraternité dans un contexte politique et médiatique caractérisé par le bruit et la fureur, et la remise en cause de valeurs humanistes et de l'état de droit qu'on croyait ancrés à jamais dans nos démocraties qu'il va falloir plus que jamais défendre. Alors notre webinaire va se dérouler en deux temps avec une interview de Laure d'une trentaine de minutes, suivie d'un échange avec vous qui assistez au webinaire de 15 à 20 minutes. Mais cet échange, il sera réalisé à partir des commentaires et des questions que Charles Cussot, notre attaché de communication, relèvera pendant le déroulement du webinaire. Donc n'hésitez pas à faire vos commentaires et de poser des questions tout au long du webinaire. Et Laure, peut-être qu'avant d'évoquer le baromètre, tu pourrais présenter rapidement le Labo de la Fraternité? Alors très très vite, oui, parce que j'ai l'impression qu'on a plein de choses à se dire ce soir. Du coup, effectivement, le Labo de la Fraternité, c'est un collectif d'acteurs que j'ai la joie de coordonner. Il y a une vingtaine d'organisations qui interviennent sur différents champs de la société. Et ce collectif d'acteurs, il s'est réuni au lendemain des attentats en 2016 avec cette conviction commune qu'il y avait une urgence à remettre un peu la fraternité au centre du village, si j'ose dire, et de repositionner les projecteurs sur la fraternité, parce que c'est une valeur aujourd'hui en France qui nous est indispensable. Et donc cette conviction commune, elle s'est traduite par le besoin de mettre en place des actions qui visaient du coup à promouvoir la fraternité, à la documenter, à la mettre en visibilité. Et parmi ces actions, il y a effectivement l'édition de ce baromètre annuel depuis presque 10 ans maintenant. Les participants peuvent se demander pourquoi vouloir être un laboratoire de la fraternité. Quelles sont les raisons de s'y intéresser dans un pays laïque? Qu'est-ce que la fraternité ajoute à la solidarité, qui est souvent présentée comme plus opérationnelle et laïque? Et puis, de ton point de vue, est-ce que, comme le pense le pacte civique, la fraternité peut être un instrument de transformation de la société? Eh bien, c'est déjà une première question très très dense et large. Effectivement, pourquoi la fraternité? Parce que je pense que elle s'articule très bien avec la solidarité. Les deux sont complémentaires. L'une n'annule pas l'autre. Je vais y arriver. La solidarité, on considère que c'est un mécanisme qui permet à chacun d'avoir sa place dans la société et d'éviter que des personnes se retrouvent sur le bord de la route. Et c'est un mécanisme en France, particulièrement en France, qui est particulièrement dense et construit. Mais la fraternité, ça va un petit peu plus loin et on a besoin de fraternité en complémentarité de la solidarité. La fraternité, elle engage davantage la relation humaine. Directe et elle vient toucher une question qui est de l'ordre de la responsabilité. C'est-à-dire que la fraternité, elle nous concerne toutes et tous et chacun a une forme de responsabilité par rapport à cette fraternité et qui implique du coup une posture qui est active, qui est dans l'empathie et qui repose sur un principe aussi d'égalité dans la relation. C'est-à-dire qu'on est vraiment d'égal à égal. Il n'y a pas un aidant, un aidé. On est la fraternité. En fait, à un moment donné, on peut être à la fois apporter de la fraternité dans la société et parfois même l'accueillir et en bénéficier. Et c'est ça qui est intéressant dans la fraternité. Et peut-être en préparant ce webinaire, je me suis dit qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient écrites sur la fraternité. On a la chance d'avoir des auteurs qui ont travaillé sur ces sujets. Je pense notamment à Paul Ricoeur, qui amène en fait cette définition de la fraternité, qui dit la fraternité, c'est un engagement éthique basé sur la reconnaissance mutuelle. On retrouve bien
cet enjeu d'égalité dans la relation. Et puis, il apporte aussi cette dimension qui amène aussi cette notion de singularité. C'est une invitation à considérer l'autre dans sa singularité. Et donc, ça amène aussi ce sujet de la diversité. C'est-à-dire qu'au sein du labo de la fraternité, on considère que la fraternité ne va pas sans la diversité. Sinon, ça serait plutôt une fraternité d'entre-soi et ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans ce sens-là. Et du coup, bah, c'est Patrick Vivray, que vous connaissez bien, je crois, au Pacte civique, qui apporte aussi cette dimension de dire que la fraternité est une condition essentielle pour accueillir la diversité, et c'est un principe structurant et non un simple supplément d'âme auquel on pourrait Oui, penser en premier abord. oui. Mais est-ce que cette valeur qui relève de l'intime et de la responsabilité n'a pas besoin d'un cadre pour se développer? Oui, alors effectivement, alors on peut passer à cette question-là, mais avant, on n'a pas parlé de à quel point la fraternité pouvait être un levier de transformation, mais je pense qu'on va y revenir après. Mais effectivement, la fraternité, en fait, elle a besoin de l'engagement de toutes et tous, à tous les niveaux de la société. Et donc, elle a besoin de l'engagement au plus haut niveau, qui est celui politique, avec le cadre des politiques publiques, de structures, d'espace. Mais ce cadre-là, il ne faut pas qu'il soit comment dire, qu'il impose une certaine fraternité, ça serait plus de la fraternité, mais plutôt que ça soit un cadre qui la permette. Et aujourd'hui, ça c'est une des revendications du collectif du labo, c'est-à-dire il faut qu'on s'intéresse plus à la fraternité, il faut qu'on la permette plus dans notre société, parce qu'on le verra plus tard, il y a des freins à la fraternité et des freins qui sont faciles à lever, et donc du coup on peut y travailler collectivement. Mais en fait, du coup, ça se limite pas à des politiques publiques. La fraternité, c'est aussi, comme je disais, l'affaire de toutes et tous, et elle interroge chaque individu dans son intimité, dans son rapport à l'autre et au monde, et elle influence nos choix quotidiens. Enfin voilà, c'est vraiment, encore une fois, à tous les étages qu'elle se situe. Et pour aller plus loin dans la définition de la fraternité, on pourrait considérer que c'est une sorte de disposition d'esprit qui est basée à la fois sur la confiance, mais aussi sur le respect, et le baromètre le met bien en exergue. Elle se cultive par l'éducation, par la rencontre, ça c'est un élément qui est extrêmement important dans nos travaux, et aussi par l'expérience partagée, par voilà, le fait de vivre quelque chose ensemble. Et ça, on va le voir aussi dans les résultats du baromètre. Oui, alors le pacte civique fait de la fraternité une valeur à fort pouvoir de transformation de la société, notamment si elle se conjugue avec d'autres valeurs. Nous, on pense important de la conjuguer avec la créativité, la justice et la sobriété. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, avant d'aller sur la créativité, la justice, la sobriété, de dire que on est d'accord pour dire que cette fraternité, elle a une valeur, elle a une force de transformation, elle a une puissance de transformation. On pense d'abord à la fraternité comme une valeur finale. On la désire en soi, cette fraternité. On sait tous que c'est bien la fraternité et qu'il faut qu'elle soit présente dans nos vies et dans notre société. Elle est désirable en soi, c'est une valeur finale, mais c'est aussi une valeur instrumentale, et on pense moins à celle-ci, même si on n'est pas fraternel parce qu'on veut tirer un bénéfice de quelque chose, mais ça n'empêche que quand on est fraternel, on constate que ça apporte des choses dans la société. Plus concrètement, dans le baromètre, par exemple, on interroge le panel sur est-ce qu'ils considèrent que la fraternité pourrait améliorer la santé mentale, leur santé mentale, et 83% des répondants considèrent que oui, la fraternité pourrait améliorer la santé mentale. On pose la même question pour la sécurité, et ça c'est intéressant aussi, parce qu'on voit bien que la sécurité, il n'y a pas que le levier, par exemple, de la police, mais il y a aussi le levier de la fraternité. Et pour la sécurité, 72% d'entre eux considèrent que ça pourrait leur renforcer leur sentiment de sécurité que d'avoir plus de fraternité dans la société. Donc ça c'est très intéressant, parce qu'on voit bien le levier. Et alors là, on pourrait décliner sur bien des champs dans la société. On a parlé de la santé, de la sécurité, mais par exemple, si on prend la justice, on a un cas que vous connaissez très certainement, qui est le cas de jurisprudence qui a été amené par l'affaire de Cédric Herrou, hein, qui est allé jusqu'à transformer la Constitution, et on a mis en exergue le fait que la fraternité était un principe une valeur constitutionnelle du principe de fraternité. Voilà, on a considéré que c'était un cadre, enfin une référence importante pour notre Constitution, et on voit bien que la fraternité fait évoluer
bien des champs dans la société et elle est, comment dire, un prisme important pour lire notre société. Tout à fait. Et tu vois aussi un lien avec la créativité. Oui, alors effectivement, je le vois le lien. On en parlera tout à l'heure, mais là où je le vois, c'est plus dans le sens où, pour moi, enfin en tout cas pour moi et pour les membres du labo, la fraternité c'est aussi un levier d'innovation. Dans le sens où, comme on l'associe aussi à la diversité, le fait de réfléchir différemment dans notre société, d'essayer de trouver des leviers d'amélioration de différents sujets préoccupants dans la société. Je pense à l'éducation, je pense à l'hôpital, je pense par exemple si on devait aller sur le sujet de nos EHPAD. Aujourd'hui, il y a des expérimentations qui se développent de plus en plus aujourd'hui. On a mis, on a, parce qu'on a été guidé par cette volonté de développer le lien social et la fraternité, on s'est dit, tiens, ça serait intéressant de mettre en place des crèches dans les EHPAD. Bah là, on est vraiment sur quelque chose de créatif qui sort de ce qu'on a l'habitude de voir. Et on voit bien que la fraternité peut être un levier d'innovation, de créativité et apporter des solutions de ce point de vue-là. Bon, on sent ton enthousiasme, mais quand même, dans un monde qui valorise la loi du plus fort et le repli sur sa tribu, est-ce que c'est pas en train de devenir un concept obsolète et illusoire? Alors, tu as raison de calmer mes ardeurs parce qu'effectivement, c'est pas si, c'est pas si simple et c'est vrai que parfois, et malheureusement, la fraternité souffre aussi de cette dimension un peu bisounours, on va dire. Et alors qu'en fait, c'est loin d'être bisounours parce que la fraternité, elle nous bouscule, elle vient un peu nous pousser dans nos retranchements et elle vient nous interroger dans notre quotidien. Je l'ai dit tout à l'heure. La fraternité. Aujourd'hui, je pense qu'elle pourrait retrouver un peu ses lettres de noblesse et de redevenir moderne, justement dans cette société où c'est presque devenu la norme que de parler par clash interposé, que de rester dans les mêmes communautés et de pas sortir de nos bulles. Eh bien, la fraternité pourrait justement redevenir une valeur moderne et dynamique et qui pourrait venir bousculer notre société dans le bon sens. Elle pourrait devenir une boussole dans un monde où justement il y a une perte de sens. Et donc moi, je reste convaincue de ça et je reste convaincue qu'il faut rester enthousiaste et pas alarmiste, même si on est d'accord on est dans un contexte quand même assez particulier. Euh, Ce qu'on voit dans le baromètre aussi, c'est à quel point la fraternité est associée à la diversité et la diversité peut devenir une opportunité, une richesse. Elle est évidemment, et on le voit aussi dans le baromètre, source de conflits, mais le défi, c'est bien d'essayer de transformer cette contrainte, cette menace en opportunité. Et voilà ce que je peux dire. En fait, elle considère, enfin, on considère qu'elle pourrait être un facteur de créativité collective. C'est-à-dire que, à la condition qu'on s'en saisisse collectivement, encore une fois, et ça, on y reviendra tout à l'heure là-dessus. Et pourquoi créativité collective? Parce qu'elle peut rassembler des personnes de tous bords. Encore une fois, la fraternité, on peut aussi bien la questionner, la challenger sur des questions autour de la santé, comme on peut la challenger sur les questions autour de l'intergénérationnel, autour du sans-abrisme, autour de l'accueil des migrants, euh, autour du vivre ensemble au niveau de son quartier. En fait, il y a plein d'angles d'attaques et d'approches du sujet. Et forcément, si ensemble on travaille sur ce sujet, on peut vraiment inventer de nouveaux rapports à cette valeur, à cette belle valeur qu'est la fraternité. Oui. D'ailleurs, je me souviens que dans un colloque autour de la Nuit des idées, on avait relevé que l'économie du don, qui est donc très liée à la fraternité, était d'un montant considérable, hein, même en, en argent non dépensé grâce aux bénévoles, et que sans cela, la société, elle n'arriverait pas à fonctionner, hein. Je me souviens j'avais trouvé ça intéressant. Mais alors, le labo, comme le pacte civique, hein, s'efforce de relier les initiatives de nombreux collectifs qui sont dispersés autour de ce sujet de fraternité.
Est-ce que tu crois que la société civile est en capacité de s'organiser pour promouvoir la fraternité qui est souvent perçue comme un sentiment individuel ou par des associations qui, quelquefois, pourraient être tentées de faire de la fraternité en solo? C'est une très bonne question que tu poses là et qui est en plus très d'actualité, Eric, puisque Euh, moi qui suis sur ce sujet du labo de la fraternité depuis presque 7 ans maintenant, je crois que j'ai jamais autant vu d'initiatives, voilà, de projets naître depuis, on va dire, ces 2, 3 dernières années autour de la question de l'engagement. J'ai vu rapidement Julien réagir dans le chat, Julien Goupil qui organise la journée de la citoyenneté en mai prochain, mais il n'y a pas que ça, il y a vraiment beaucoup d'actions qui se passent autour de l'engagement, du lien social, de la fraternité. Alors, on peut le dire de deux manières. Effectivement, comme tu le dis, il y a plein de choses qui se passent de tous bords et ça fait, ça pourrait, comment dire, on pourrait perdre en énergie à faire des choses chacun de notre côté. Ça, c'est une lecture qu'on pourrait faire. L'autre lecture qu'on pourrait faire, c'est aussi de se dire, bah, c'est une super opportunité de construire entre nous un écosystème autour de cette question de la relation à l'autre, du lien social, de la fraternité, avec chacun nos spécificités, euh, nos sensibilités, parce que encore une fois, moi qui suis dans un collectif qui réunit à la fois des acteurs de la médiation sociale comme PIMS Médiation, le Secours catholique et Coexister qui sont plus sur l'interreligieux, Hello Asso ou d'autres structures qui sont plus dans la société civile et plus éloignées des questions spirituelles et tout. Je vois bien en fait de ma lorgnette de coordinatrice que chacun a sa sensibilité sur cette question de fraternité. Je n'ai pas cité aussi la question de la santé mentale, hein, la grande cause nationale de cette année autour de la santé mentale. On a SOS Amitié qui porte ce sujet de grande cause santé mentale sous le prisme du lien social. On voit encore une fois une autre sensibilité, le lien social comme étant euh, essentiel pour notre santé mentale en France. On voit bien que chacun aborde le sujet avec sa sensibilité, avec ses propres combats, et tant mieux. Et donc, comment faire pour que toutes ces sensibilités interagissent ensemble et soient plus fortes ensemble? Moi, je pense qu'il y a... Alors, je vais peut-être un peu dans le désordre dans les questions qu'on s'était posées, Eric, pardon, mais je pense que, il y a vraiment euh, un enjeu d'une part, s'organiser, faire de l'intelligence collective, se rencontrer, se connaître, faire de l'interconnaissance entre les acteurs du lien, qu'on se comprenne mieux, qu'on comprenne mieux les priorités des uns des autres. Et ça, on a déjà commencé à le faire avec un événement qu'on a impulsé l'été dernier, mais qui va être relayé par d'autres acteurs, qui s'appelle La Fraternelle, où on a proposé aux acteurs du lien de faire le lien, voilà, de prendre soin de nos liens entre acteurs du lien. Voilà. Et on voit bien, quand on dit ça, qu'on est à la naissance d'un écosystème. C'est-à-dire que il y a vraiment une sorte de professionnalisation autour de ces sujets qui est en train de se faire. Il y a une fédération qui a été créée, hein, la Fédération pour les liens sociaux, il y a un peu plus d'un an maintenant. On voit bien qu'il y a, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se construire. Et moi, j'ai envie de dire bonne nouvelle, parce qu'en fait, on en a vraiment besoin. Alors évidemment, on aura des défis à relever, il y aura probablement des obstacles, il y aura peut-être parfois même des couacs parce qu'on n'arrivera pas à coordonner tel ou tel événement avec tel ou tel événement. Mais c'est pas grave, je pense que si on a tous cette volonté partagée d'aller dans le même sens, on devrait pouvoir y arriver. Très bien. Alors, j'en viens maintenant au baromètre. Oui, Rapidement, c'est quoi le baromètre? alors rapidement, c'est quoi le baromètre? Je remets mes petites notes au bon endroit parce qu'on n'a pas tout suivi ce qu'on avait dit qu'on ferait, mais c'est pas grave. Euh, le baromètre, c'est un outil, donc comme je le disais tout à l'heure, qu'on a décidé de mettre en place avec le collectif, et qui a pour objectif donc qui est réalisé en partenariat avec l'IFOP, hein, et qu'on a édité presque chaque année depuis 2016. Il y a eu 2, 3 années où on l'a pas fait, mais donc on en a la septième édition là en 2025, et qui a pour objectif de produire des données
et d'analyser l'état du lien social en France, de mieux comprendre la perception de la diversité. On associe vraiment les deux, encore une fois, et d'identifier aussi, dans le cadre de ce baromètre, des leviers concrets pour faciliter le vivre ensemble au quotidien. Parmi l'évolution de ce baromètre, on a au fil des années aussi mis l'accent sur les acteurs de la fraternité, les leviers de la fraternité, qui sont des questions un peu plus récentes. Donc l'enjeu, c'est quoi? C'est d'une part de nourrir les plaidoyers, en fait, notre plaidoyer commun, mais aussi les plaidoyers de chaque organisation membre du collectif du labo pour amener ce prisme de la fraternité dans leur plaidoyer. Et donc, c'est quelque part, c'est d'écrire aussi un peu un récit commun autour de cette fraternité. Mais c'est aussi un outil qui nous permet de mettre en avant des solutions concrètes pour permettre la fraternité en France. Et alors, qu'est-ce qu'il dit, ce baromètre de l'état de l'opinion? Alors, il dit beaucoup de choses. En tout cas, ce qui est commun depuis presque 7 ans maintenant, c'est cette ambivalence entre une aspiration qu'ont les Français à la fraternité et la difficulté qu'ils ont à la mettre en pratique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se retrouve au fil des ans. À titre d'exemple, 83% des Français jugent que la fraternité est utile aujourd'hui. On revient à cette notion de valeur instrumentale. Mais 33% pensent qu'elle n'est plus une valeur d'avenir. Donc ça, c'est quand même assez inquiétant. Et surtout, ce chiffre, il est encore plus bas pour les jeunes et les personnes en situation de précarité. On voit bien il y a une forme de désillusion par rapport à ça. Dire aussi que quand on demande aux Français s'ils considèrent que la France est un pays de fraternité, eh bien, pour 50% d'entre eux, seulement malheureusement 50% d'entre eux, ils considèrent que c'est un pays de fraternité, ce qui arrive en premier. Et on pourrait considérer que c'est plutôt positif, c'est que la valeur qui arrive en premier, c'est les Français considèrent que la France est un pays de diversité pour 84% d'entre eux. La liberté arrive en deuxième position et la fraternité, malheureusement, arrive en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e position. Voilà. Donc il y a encore du chemin à faire. Ça n'empêche que quand on dit ça, on dit aussi que finalement euh, la fraternité est utile, la fraternité permet une amélioration de la santé mentale, de la sécurité. Donc il y a vraiment cette ambivalence entre dire oui, mais c'est bien la fraternité, mais en même temps, bon, voilà. Et donc cette ambivalence, on la retrouve aussi. Et tu m'arrêtes, Eric, si j'anticipe trop, mais on la on la retrouve aussi sur la perception de la diversité. Oui, mais avant ça, il y a quand même un Ouais, chiffre terrible, c'est que 77% des Français estiment qu'on n'est jamais assez prudent envers les autres. Et ça a augmenté de 15 points en 6 ans. ouais. Est-ce que c'est un record en plus par rapport aux autres pays, hein, cette Mm. méfiance envers l'autre? Et est-ce que ça n'interdit pas tous les espoirs placés par le labo ou le pacte civique de la fraternité? Est-ce qu'on peut la dépasser, cette méfiance? Alors oui, tu fais bien de relever ce chiffre parce que alors en plus c'est une question qui est posée dans beaucoup de sondages, dans d'autres sondages et effectivement il y en a une récente qui a comparé avec d'autres pays en Europe et on a tous les records en France là-dessus et c'est très inquiétant de voir ce chiffre. C'est vraiment un des chiffres qui est le plus significatif dans le baromètre en termes d'évolution. Parce qu'après, il y a des évolutions qui sont très liées aussi au contexte, notamment la crise Covid, par exemple, ou des choses comme ça. Là, la méfiance, c'est vraiment la courbe vers le haut qui ne fait qu'augmenter. Et ça nous alarme. Évidemment, ça nous alarme. Mais là encore, ambivalence, et c'est là où c'est compliqué à analyser ces données. Mais tu dis 77% estiment qu'on n'est jamais assez prudent envers les autres. Et ben, on a exactement le même chiffre. 77% se disent prêts à agir davantage avec des personnes différentes. Donc il y a vraiment une aspiration, encore une fois. C'est-à-dire que on voit bien qu'il y a, comment dire, c'est, je crois, Tariq Ghezali qui parle de cette fraternité endormie. Bah, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est là et qu'il faut juste réveiller. En tout cas,
c'est ce qui ressort souvent de ces résultats. Je parlais tout à l'heure de l'ambivalence par rapport à la diversité, par exemple, aussi. 70% des personnes sondées considèrent que la diversité est une richesse, c'est quand même une très bonne nouvelle, mais pourtant 70% la voient aussi comme une source de conflit. Donc on est vraiment dans un rapport un peu schizophrénique par rapport Oui, à l'autre. Et donc, il y a quelque chose qu'il faut accompagner par rapport à ça. oui. Et Et c'est pour ça que, ouais, vas-y, je te laisse rebondir. ce qui m'a frappé aussi, c'est le besoin de respect et de dialogue. Oui, alors, tout à fait. Alors, c'est à la fois quelque chose qui ressort du baromètre et aussi une piste pour travailler sur ce sujet de la méfiance. En tout cas, le respect, clairement, c'est un des enseignements de cette année 2025. Ça ressort à deux endroits, c'est-à-dire que on demande aux sondés quelle est la valeur principale qu'il leur semble important de transmettre à la jeunesse, à la génération suivante. Et c'est le respect qui arrive en premier sur 7-8 items. Et j'ai plus le chiffre en tête, je suis désolée, je l'avais tout à l'heure, mais là, je l'ai plus. Et l'autre question qu'on pose, c'est qu'on leur demande, on leur donne cinq ou six définitions de la fraternité, qu'on pourrait donner de la fraternité, voilà, aider les autres, voilà. Et en fait, la première définition qui arrive à 65%, c'est la fraternité, c'est de traiter les individus avec respect. Et ça, c'est très intéressant. Ça fait écho avec ce que je parle, ce qu'on disait tout à l'heure avec le terme, la citation de Ricoeur sur l'importance de la reconnaissance mutuelle, le fait que chacun a un rôle à jouer dans la société et de reconnaître l'autre comme étant important dans la société. Je pense qu'aujourd'hui, en France, on n'est pas du tout sur ce registre-là et qu'il y a vraiment quelque chose à travailler de ce point de vue-là. Je pense par exemple à Benenova, et après j'arrête pas trop les parenthèses, que je vois qu'il est déjà 18h30, mais Benenova, il travaille sur le bénévolat inclusif, c'est-à-dire de permettre aussi à des personnes euh, qui normalement on verrait plutôt du côté des, je mets des guillemets, bénéficiaires, et ben de leur permettre d'être aussi bénévoles et d'être dans l'entraide, à des personnes en situation de handicap d'être bénévoles, à des personnes qui sortent de prison d'être bénévoles. Et je trouve que ça, c'est vraiment très intéressant de ce point de vue-là, la reconnaissance mutuelle, la reconnaissance que chacun a un rôle à jouer dans la société. Je trouve que c'est une belle dimension de la fraternité que j'avais pas, moi, jusque-là, encore appréhendée. Et l'autre chose par rapport au dialogue, par contre, c'est vrai que il y a plein, c'est une sur la question de la méfiance, c'est vraiment le levier sur lequel c'est intéressant de continuer à travailler. Il y a des acteurs hein, comme la Maison de la Conversation qui le font, et il y a eu une expérimentation récente qui a été faite en novembre dernier là, qui s'appelle Faut qu'on parle qui proposait, qui était en partenariat avec Brut et La Croix, donc deux médias qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, qui proposait à des personnes qui ont des idées assez opposées de se rencontrer et de parler dans un cadre de bienveillance et de respect. Et c'est une expérimentation qui a très bien marché. Ils avaient comme objectif de mobiliser pour une première édition 5000 personnes, 6300 qui sont rentrées dans le dispositif. Il y a la mesure d'impact là qui a été partagée et c'est passionnant parce qu'on voit bien 80% des personnes qui ont fait cette expérimentation ont été heureux de l'expérience, 60% sont restés en contact, 90 veulent participer à nouveau. On voit bien qu'il y a quelque chose qui a été déplacé dans leur expérience et ça c'est assez chouette. Oui. Alors, comme l'heure tourne, Oui, on pourrait finir en se demandant de ce que les sondés évoquent comme levier d'action prioritaire pour oui. renforcer la fraternité. Alors, ce qui ressort, donc effectivement, on pose deux questions autour de ça. En plus, cette année, on a fait un focus sur la notion de paix et de réconciliation, parce on trouvait que c'était pas mal d'actualité. En tout cas, sur les leviers, il y a quelque chose qui ressort vraiment de manière très spécifique, c'est la notion d'éducation. D'éducation à la paix, d'éducation à l'empathie, voire même d'éducation à la fraternité. Bon, après, quand on dit ça, qu'est-ce qu'on met derrière ça? Je sais pas, c'est à creuser, mais en tout cas, cette notion d'éducation, elle ressort vraiment
vraiment de manière importante, hein, pour 62% des personnes sondées. Favoriser l'éducation à la fraternité à l'école dès plus jeune âge, ça pourrait participer à plus de fraternité. Après, dans les autres solutions qui ont été proposées, il y a par exemple donc qui arrive en deuxième position après l'éducation à la fraternité, il y a revaloriser les métiers du soin et du lien. Et donc ça, c'est intéressant, c'est une piste. Je parlais tout à l'heure de professionnalisation des métiers du lien. Ben, ça peut être une piste. Pour 39% d'entre eux, c'est la deuxième priorité. Et en troisième position, on a développé des lieux de liens dans chaque commune, comme des tiers-lieux, des EHPAD, des bars, des PMU, des lieux qui sont vraiment, qui ont cette vocation du lien. On l'a pas évoqué, mais parmi les freins principaux, encore une fois, et ça c'est quelque chose qui se retrouve d'année en année, quand on demande aux personnes qu'est-ce qui les empêche d'être fraternelles, d'avoir plus de fraternité dans leur vie, et bien c'est le manque de temps et le manque d'occasion. C'est pas la peur d'aller vers l'autre, c'est pas la peur de l'étranger, comme on pourrait le penser. C'est vraiment le manque de temps et d'occasion. Et donc ça veut dire qu'il y a vraiment des choses qui sont possibles à mettre en place pour essayer de lever ce frein. Et juste dernier petit point, il y a dans le focus paix et réconciliation et dialogue, il y a quelque chose moi que je relève quand même, c'est que les Français de manière générale, ils ont quand même une aspiration, malgré ce qu'on peut penser, ce qu'on peut voir dans les réseaux sociaux, les médias, ils ont une aspiration à aller à la rencontre des personnes qui ne pensent pas comme eux. 6 Français sur 10 interrogent leur interlocuteur pour mieux comprendre leur point de vue en cas de désaccord. On pourrait pas forcément penser ça au premier abord. 82% d'entre eux estiment qu'il est important de dialoguer avec des personnes d'opinions opposées. Donc c'est quand même intéressant comme chiffre. Et donc quand on leur demande qu'est-ce qu'il faudrait faire pour favoriser la réconciliation dans notre pays, qui est quand même bien fracturé sur bien des plans, et le premier item qui arrive en première position à 40%, c'est l'exemplarité des leaders politiques et des réseaux sociaux qui sont alors, l'exemplarité des réseaux sociaux, non, mais le fait que les réseaux sociaux polarisent nos opinions et ne sont pas le reflet, en fait, de la réalité dans nos quotidiens. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Pour commencer, plusieurs questions concernent le concept de sororité ou d'adelphité, souvent mis en opposition à la fraternité, pour être plus inclusif et ne plus avoir de distinction genrée. Certains ne savent pas quoi y répondre et d'autres vous demandent ce que vous en pensez, tout simplement. Alors, c'est une très très bonne question et c'est pas la première fois qu'on nous la pose. Et alors, nous, au sein du collectif du labo, on a essayé un petit peu de répondre à ça. On s'est dit que le combat de la sémantique n'était pas le nôtre. Dans le sens où ce qui nous importe, c'est la fraternité dans sa définition. Il me semble qu'il y a, je ne sais plus dans quel dictionnaire, mais qui est, c'est le concept de la famille, de la grande famille humaine qui intègre les hommes et les femmes. Et donc, c'est sur cette base-là qu'on se base. Ça ne veut pas dire que on trouve que c'est inintéressant d'aller sur ce type de débat puisque effectivement la fraternité souffre quelque part d'une forme de consonance, voilà, d'a priori, et le fait que ça soit associé au mot frère, bah, ça y participe. Et le terme, alors on est plus sur le terme adelphité que sororité, parce que si on veut aller vraiment au bout de la réflexion, adelphité englobe les hommes et les femmes, donc on est vraiment sur l'inclusion là pour le coup. Mais on s'est dit, c'était pas notre combat, nous. Notre combat, c'est aujourd'hui, c'est vraiment la fraternité, le lien, la qualité des liens qui nous unissent, et que peut-être qu'un jour, il sera temps d'ouvrir un chantier sur le fait de changer notre devise républicaine. Je pense qu'on n'en est pas encore là. Je pense qu'avant ça, il y a quand même beaucoup de priorités, enfin beaucoup d'actions à mettre en place pour améliorer le lien social dans notre pays. Mais voilà, on ne dit pas que c'est un débat inutile. C'est important de débattre autour de la sémantique. La langue, c'est ce qui participe à l'évolution de notre société. Donc on dit pas que c'est pas important. Par contre, on consacre notre énergie, nous, au fond même de notre mission. Oui, je n'ai Ah, c'est rien à clair ajouter. Je suis totalement d'accord avec Laure.
Une autre question? Oui, alors Julien Goupil, qui est coordinateur de la Journée nationale de la citoyenneté de la fraternité, dont l'Or fait partie du COPIL, aimerait connaître le lien et la corrélation, pardon, que vous faites entre citoyenneté et fraternité. Ah ah, j'ai très bonne question. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Je pense que la fraternité, elle s'incarne sur de multiples dimensions. Euh, et, hum, et alors, moi, j'associe la citoyenneté à l'engagement, mais peut-être que je me trompe, peut-être que Julien, il saura mieux répondre que moi à cette question-là. Pour moi, l'engagement, le fait de s'engager, c'est une forme d'expression de la fraternité, puisqu'on est voilà, dans la relation à l'autre et dans euh, peut-être, ouais, je ne savais pas comment plus préciser ça. Eric, toi, tu dirais quoi? Bah, ce que tu viens de dire, mais j'aurais ajouté que c'est s'engager aussi pour le projet républicain qui comprend dans ses principes la fraternité. Donc, il y a forcément un lien Et peut-être le lien aussi, c'est entre les je deux. dirais, c'est le vivre ensemble. C'est-à-dire que et dans la citoyenneté et dans la fraternité, il y a cette notion de, de fait qu'on est tous responsables du cadre dans lequel on vit et des uns et des autres. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais peut-être c'est pas. Et peut-être, je vois que Georges réagit. Probablement que parmi les participants, il y en a qui auront des réponses à apporter aussi à cette question. Et merci Julien pour la question. Alors peut-être une Charles? question un peu plus géopolitique, mais le pacte civique vient de sortir un flash info sur l'Europe et la situation donc, mondiale. C'est Claire Papy qui demande comment faire vivre la fraternité entre les États membres de l'Union européenne pour résister à la politique de Trump qui vise à les diviser. C'est une Oh, question un peu difficile, mais en tout cas, le pacte Claire, oui. civique a commencé à y répondre, en tout cas avec un flash info. Donc, je vous invite à vous tourner vers notre site internet pour avoir un début de réponse. En tout cas, nous réfléchissons sur cette question qui est effectivement très complexe. Oui, très Oui, complexe. Et oui. puis, l'important, c'est que on continue de se singulariser en défendant l'état de droit et les valeurs qu'il sous-tend, hein. Et dans le monde des empires, il y a une place pour un empire de l'état de droit. Voilà, je ne sais pas si je réponds bien à Claire, mais sa question est complexe. Alors moi j'ai envie de réagir peut-être pas au même niveau parce que je suis pas du tout une fine analyste de politique. Mais en tout cas ce que je retiens dans la question, ça fait écho avec quelque chose qu'on observe aussi dans le baromètre, c'est que la fraternité, elle s'exprime souvent dans l'adversité. Et que bon, au lendemain des attentats, on a bien vu qu'il y avait un élan de fraternité. Pendant la crise Covid, il y a eu un élan de fraternité. On va dire même. Alors, les Jeux Olympiques, c'est pas l'adversité, mais il y a eu voilà, une sorte d'ambiance qui fait qu'il y a eu une sorte d'élan de fraternité. Là, dans l'adversité par rapport à la situation géopolitique qu'on traverse, euh, peut-être qu'effectivement, la fraternité arrive encore comme une providence quelque part. Enfin, c'est là où c'est intéressant de se dire qu'en fait, on arrive, on est capable de l'activer dans des moments de crise, et comme quelque chose comme un dernier ressort. Et donc, ça veut bien dire qu'elle est indispensable. Et en fait, toute la jeunesse du labo de la fraternité, c'était de dire, bon, bah, c'est super, on arrive à l'activer dans les moments de crise, mais donnons-nous les moyens pour qu'elle soit vivante tout le temps, elle est tout le temps là, en fait, cette fraternité. C'est juste qu'elle se réveille particulièrement quand on est face à des problématiques graves, mais en fait, elle est là au quotidien dans nos vies et il faut qu'on puisse encore une fois lui donner la possibilité d'exister et de s'épanouir, quoi. Il y a eu un cas d'application quand même avec l'Ukraine, où l'Europe a désinvesti dans le gaz russe, alors que c'était très compliqué pour beaucoup, notamment pour les Allemands, mais pas que, avec une limite, hein, c'est qu'on a continué à importer du gaz et du pétrole, et moi je me disais que être fraternel avec le peuple ukrainien, ça aurait pu être d'accepter, par exemple, qu'on limite
la vitesse sur nos autoroutes pour économiser du pétrole qu'on ne soit pas obligé d'acheter en Russie. Voilà le genre de choses. Il peut y avoir des cas très concrets Mm. de fraternité. Je pense qu'on n'est pas allé assez loin. Les peuples de l'Europe ne sont pas allés assez loin sur des mesures où, de façon individuelle, on contribuerait à soulager un peu le peuple ukrainien. Autre question? Oui, alors c'est Michel Boulanger qui demande pourquoi on ne fête pas la fraternité le 4 février, qui est pourtant la journée internationale de la fraternité humaine. Bah, on l'a faite le 4 février, Oui. Michel. Non, non, mais alors, par contre, pourquoi on ne la fait pas tous ensemble? Ça, c'est peut-être ça la question, je sais pas. Et ça rejoint la question d'Éric tout à l'heure sur le fait de tous converger sur une action ou euh, en tout cas, juste peut-être rappeler que la Journée internationale de la fraternité humaine, donc c'est effectivement une journée qui a été impulsée par l'ONU. Et aujourd'hui, depuis 2 ans ou 3 ans maintenant, on essaie de mener des actions en collectif. Il y a le collectif du 4 février hein, qui existe et qui met en place des actions ce jour-là. Et nous, collectif du Labo de la Fraternité, en partenariat avec le collectif du 4 février, on édite le baromètre de la fraternité maintenant tous les 4 février. Donc on essaie de mettre en place des choses. Après, voilà, je sais pas quelle était la question plus précise, mais en tout cas, moi je suis plutôt optimiste sur le fait qu'on peut évoluer autour de cette journée tous ensemble, ça c'est sûr. Alors Julien Goupil, pardon, demande, selon vous, quel est l'espace territorial propice au développement des fraternités? Ce à quoi des participants ont déjà suggéré que ça soit la commune comme territoire de proximité de fraternité. Bah, moi, je rejoins tout à fait ce propos et ça va faire un petit peu le lien avec, je crois, le prochain webinaire que tu vas animer, Eric, avec Tariq Ghezali. Mais clairement, la fraternité, elle se joue au niveau du territoire. Elle part du territoire il y a 2 ans, on avait fait un baromètre avec un focus spécial sur le rôle des maires pour mettre en œuvre cette fraternité. Alors pardon, j'ai plus les chiffres en tête, mais je pourrais vous remettre les liens vers cette édition du baromètre. Mais clairement, on a bien mis en exergue le rôle essentiel de ces acteurs dans la mise en œuvre de la fraternité. Mais du coup, je fais du teasing pour le prochain webinaire là. Oui. C'est globalement vrai. Je pense qu'il y a des exceptions, hein. Si on veut avoir des comportements fraternels, par exemple, sur des sujets comme la mobilité ou les transports, des choses comme ça, c'est plus forcément la commune qui est le bon niveau. Donc, Oui, c'est vrai, c'est globalement vrai, mais pas sur tous les sujets. L'important, c'est euh, ça, ça ne peut pas être des échelles considérables. Euh, Encore que, pour des raisons de fraternité, on pourrait imaginer des sujets autour de la fiscalité dans un pays, etc., hein. Mais sur le terrain, c'est globalement la commune. Parfois, il y a des échelles un peu différentes selon les sujets. On va ça me bientôt. fait penser à, pardon, ça me fait penser à ce que je vois Georges dans les chats aussi, mais à l'expérimentation Oasis de fraternité là qui va se mettre en place à Montpellier. On voit bien qu'il y a quand même en tout cas, s'il y a bien un endroit où on peut innover, je pense que c'est au niveau d'un territoire parce qu'il y a le cadre qu'il faut pour ça en termes de liberté d'action et le fait de tester des choses. En tout cas, je suis d'accord avec toi, Eric. Tout ne se joue pas au niveau du territoire, mais je pense que c'est en tout cas un formidable Oui, bien espace sûr. d'innovation, d'expérimentation. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires Oui, importants? il y a beaucoup de commentaires, il y a encore quelques questions, mais peut-être qu'on pourrait terminer avec celle de Thomas. La fraternité n'est-elle pas historiquement l'étape qui vient compléter la liberté et l'égalité? La fraternité n'est-elle pas le thème central de notre époque et du renouveau démocratique dont on entend beaucoup parler et qui ne semble pas venir très vite? Bah, c'est sûr que la fraternité, elle est essentielle dans notre devise républicaine parce que sans elle, la liberté devient la loi de la jungle et puis l'égalité devient la bureaucratie ou le régime
je ne sais quel régime autoritaire. Donc oui, elle est indispensable. Et en ça, je pense qu'on peut la remoderniser. Enfin, c'est ce que je disais en début de webinaire, c'est-à-dire que moi, je te rejoins complètement, Thomas. Ça ne vous a pas échappé, même s'il est pas resté très très longtemps au pouvoir, mais on a eu quand même, dans un discours de politique générale, le cinquième chantier du discours de politique générale de Michel Barnier, c'était la fraternité. C'est la première fois qu'on entendait ça au niveau d'un discours de politique générale. Donc ça, pour moi, c'est un signal qui est quand même assez intéressant. Et puis, il y a tous ces constats qu'on fait maintenant depuis longtemps, qui constatent la solitude, le fait de la solitude qui augmente partout. On voit bien que ça devient une urgence et que c'est indispensable, et qu'il faut qu'on agisse là-dessus. Ouais. Voilà, donc on a fini notre temps de webinaire. Est-ce qu'il y a une dernière question avant que je donne 3 informations sur le sujet? Bah, Michel a complété sa Oui. question. Il demande en fait quelle différence nous faisons entre le 25 mai et le 4 février pour fêter la fraternité. Bah, moi, je trouve ça très intéressant, Michel, cette question. Je suis pas sûre de pouvoir y répondre toute seule. Je pense que ça serait intéressant d'y répondre à deux voix avec Julien, mais Julien Goupy qui organise cette journée. Mais pour moi, c'est plutôt que de dire que c'est deux journées identiques, je ne dirais pas ça, je dirais que c'est deux journées qui amènent cette thématique de la citoyenneté, alors de la citoyenneté pour le 25 mai et de la fraternité pour le 4 février, avec des sensibilités différentes, et donc prenons-le comme une richesse, plutôt que de se dire, ah bah, on a deux actions, voilà, bah non, au contraire, occupons l'espace. Parlons de citoyenneté, de fraternité, de confiance, de lien social tout au long de l'année, parce qu'en fait, c'est urgent et on en a besoin. Donc, encore une fois, je pense que plus on arrivera à travailler ensemble, à être en synergie, et d'ailleurs, je dois échanger bientôt avec Julien sur cette journée du 25 mai, ben, plus on arrivera à sortir plus fort sur ces sujets. Voilà, ben, merci à tout le monde. Le prochain webinaire du Pacte civique sera consacré au chemin de la décarbonation, qui est un livre collectif du Pacte civique qui sera publié début mars. Est-ce qu'on a la date du séminaire, du webinaire? Pas encore, Pas Eric, encore. Et le mais prochain prochainement. d'accord. Le prochain webinaire sur la fraternité aura lieu le 16 mai 2025, à l'occasion de la Journée internationale du vivre ensemble, à 18 heures. Il portera sur les politiques publiques de fraternité. Et puis, Avec Tariq. voilà, Mm. avec Tariq Ghezali. Et puis, je vous signale le festival Printemps des fragilités auquel participera le Pacte civique à Nantes les 24 et 25 mai 2025. Merci à toi, Laure. C'était très intéressant. Et merci à tous d'avoir participé. Vous pourrez revoir ce webinaire sur notre site pactecivique.fr.